Niveau 1. L'étudiant aux mains propres. Tu as 19 ans et tu sens l'encre. Elle colle à tes doigts, s'incruste sous tes ongles, ne part jamais vraiment. Tu études le droit à Paris, dans une chambre si étroite que tu dois plier les genoux pour dormir. Le plancher grince, les murs suintent en hiver. Mais tu lis. Tu lis Rousseau jusqu'à ce que tes yeux brûlent, Montesquieu jusqu'à l'aube grise, et quelque chose en toi prend feu. Pas une flamme douce, une chose violente, tranchante, qui refuse de se taire. Tu viens de province. Ton père est notaire, ta mère prie tous les matins et toi, tu crois en quelque chose d'autre, la justice. Pas celle des hommes riches qui achètent leur verdict, l'autre, celle qui devrait exister. Tes camarades parlent des mêmes choses dans les cafés enfumés, les poings sur la table, la voix montant au-dessus du bruit des verres. Le mot revient sans cesse. Égalité. Il résonne en toi comme une cloche. Tu ne sais pas encore ce qu'il te coûtera. Tu passes tes examens avec distinction. Le doyen te serre la main et dit que tu as un avenir brillant. Tu rentres dans ta chambre ce soir-là et tu te regardes dans le miroir cassé, au-dessus du lit. Tes mains sont propres. Pour l'instant. Niveau 2, l'avocat des sans-voix. Tu as 24 ans et tu plaides pour ceux que personne ne veut défendre. Le cordonnier accusé de vol, la blanchisseuse battue par son employeur, le journalier que le seigneur local veut expulser de sa terre. Tu ne gagnes pas souvent. Les tribunaux de l'Ancien Régime sont des machines à confirmer l'ordre existant. Tu l'apprends vite, dans ta chair, à chaque audience perdue, mais tu te bats. Ta voix porte, les gens se retournent, même les juges te regardant parfois avec quelque chose qui ressemble à de l'inconfort. C'est une victoire, tu t'en convaincs. Juillet 1789 arrive comme un coup de foudre. Tu entends la Bastille tomber depuis la rue, dans le grondement de la foule, la fumée et les cloches qui sonnent à la volée. Quelque chose se brise ce jour-là dans Paris, quelque chose d'ancien et de pourri, et tu pleures, sans t'en rendre compte. Tu rejoins les clubs patriotiques, tu parles, tu écris des pamphlets que des mains inconnues distribuent la nuit. Ton nom commence à circuler. Pas dans les salons dorés, dans les sections populaires, dans les tavernes, dans les assemblées de quartier où les gens votent à main levée avec une fièvre que tu n'avais jamais vue. Tu crois encore que la raison suffira, que les mots construiront le monde nouveau. Tu ne sais pas encore que les mots peuvent aussi signer des arrêts de mort. Niveau 3, le Jacobin convaincu. Tu as 28 ans et tu ne dors plus vraiment. Il y a toujours une réunion, un discours à préparer, une motion à rédiger avant l'aube. Tu fréquentes le club des Jacobins 2 fois par semaine. L'odeur y est lourde, sueur, chandelle, tabac, l'haleine chaude de 200 hommes convaincus d'être en train de changer l'histoire. Peut-être que vous l'êtes. Robespierre parle et la salle retient son souffle. Pas parce qu'il est éloquent, il est froid, presque mécanique, mais parce qu'il a raison, toujours raison, sa logique est un couteau, propre, droit, sans bavure. La trahison du roi, la fuite à Varennes, les armées étrangères aux frontières, tout confirme ce que tu répètes depuis des années. La République ne peut survivre qu'en étant inflexible. Septembre 1792. Les massacres dans les prisons. Tu l'apprends le lendemain matin, la bouche sèche. Des centaines de prisonniers égorgés par la foule. Ton estomac se retourne, mais quelqu'un dans ton entourage dit « C'était inévitable, la peur du complot, la guerre qui approche. » Et tu te tais. C'est la première fois que tu te tais sur quelque chose que tu sais être mal. Cette nuit-là, tu te retournes dans ton lit en cherchant une justification qui tient. Tu en trouves une. C'est là que tout commence vraiment. Niveau 4, la nomination. Tu as 30 ans quand on t'annonce ta nomination au tribunal révolutionnaire. Créé en mars 1743 par la Convention, il doit juger les ennemis de la République, traîtres, contre-révolutionnaires, espions. C'est l'honneur suprême pour un homme de droit convaincu de la cause. Tes amis te félicitent. Ta mère, dans sa lettre, dit qu'elle prie pour toi. Le premier jour, tu entres dans la salle d'audience du palais de justice. Le plafond est haut, les fenêtres filtrent une lumière pâle, et les chaises pour les accusés font face à ton estrade comme des confessionnaux. Tu portes une écharpe tricolore. Tu te tiens droit. Le greffier t'explique la procédure en quelques minutes. Les actes d'accusation rédigés par l'accusateur public, les témoignages,
le délibéré, le verdict. Il n'y a pas d'appel possible. Répète ça mentalement, pas d'appel. Ce que vous décidez dans cette salle est définitif. Certains accusés arrivent à enchaîner, d'autres marchent librement jusqu'au banc, la tête haute. Tu étudies leur visage avec la rigueur qu'on t'a apprise. Cherche la culpabilité dans les yeux, t'a-t-on dit. Mais les yeux ne disent rien de certain. Tu notes cette pensée dans un coin de ta tête et tu la refermes à clé. Pour l'instant. Niveau 5, les premiers verdicts. Les premiers mois, tu crois en chaque dossier que tu instruis? Les preuves semblent solides, lettres interceptées, témoignages de voisins, argent d'origine suspecte. L'aristocrate qui correspondait avec les Autrichiens, l'officier qui avait reculé sans ordre à Valmy, le prêtre réfractaire qui cachait des armes dans sa sacristie. Tu délibères avec sérieux, tu pèses, tu votes. Coupable, coupable, coupable. La guillotine fonctionne place de la Révolution. Tu ne vas pas la voir. Tu n'as pas besoin de la voir, te dis-tu. Tu fais ton travail, le bourreau fait le sien. La République est en danger de toutes parts. La Vendée brûle, les armées coalisées avancent, les trahisons se multiplient. Chaque verdict est une brique dans le mur de la survie nationale. C'est ce que tu te répètes le matin en te levant. Mais il y a ce procès, une femme d'une quarantaine d'années accusée d'avoir caché son frère émigré. Les preuves sont minces. Elle tremble devant vous. Elle dit qu'elle ne savait pas que son frère avait fui, qu'elle ne l'avait pas vu depuis 2 ans. Tu regardes ses mains, elles ressemblent aux mains de ta mère. Tu votes coupable parce que les 2 autres juges ont déjà voté avant toi, parce que l'accusateur insiste, parce que l'unanimité est plus facile que le doute exprimé à voix haute. Elle est guillotinée 4 jours plus tard. Cette nuit-là, tu ne trouves pas la justification. Tu bois à la place. Niveau 6, la machine s'emballe. L'été 1793 devient l'automne, et l'automne devient quelque chose sans nom. La loi des suspects de septembre ouvre une bouche immense. Désormais, presque n'importe qui peut être arrêté. Ceux qui ont montré de l'attachement à la tyrannie, ceux qui n'ont pas prouvé leur civisme, ceux dont la conduite ou les relations désignent des partisans de la tyrannie. Cette définition avale tout. Les dossiers arrivent en paquets sur ton bureau. Tu n'as plus le temps de lire chaque pièce avec attention. L'accusateur public Fouquier-Tinville presse, la Convention surveille. Les sections populaires exigent de la sévérité. Tu juges parfois 5, 6, 7 affaires par jour. Les visages des accusés commencent à se fondre. Tu ne te souviens plus de leur nom le soir. Tu bois de l'eau froide en arrivant le matin pour maintenir ta concentration. Ton collègue Dumas dit que le doute est contre-révolutionnaire. Tu ris, ou tu sembles rire. Tu n'es plus certain de la différence. Marie-Antoinette comparaît en octobre. 3 jours de procès sous les yeux de Paris entier. Tu vois une femme vieille avant l'âge, aux cheveux blancs, aux mains qui ne tremblent pas. Elle répond avec une dignité qui te trouble. Le verdict est connu d'avance. Tu le sais, tout le monde le sait. Tu votes. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, tu penses à fuir. Niveau 7, le vertige. Il y a un moment exact où tu comprends. Pas une révélation, une accumulation. Le vieux cultivateur du Cher dont l'unique crime est d'avoir eu un fils déserteur. Le médecin de Lyon condamné sur dénonciation d'un voisin jaloux. L'imprimeur qui avait publié un pamphlet girondiste 18 mois plus tôt. Et puis Danton, Camille Desmoulins, tes propres camarades d'hier, les hommes avec qui tu as rêvé la République dans les cafés. Tu siégeras à leur procès en avril 1794. Tu les regardes. Danton est énorme, même enchaîné. Il rugit, il accuse. Sa voix secoue les murs. Robespierre le fait taire par écrit. Depuis le comité de salut public, procédure exceptionnelle. Les accusés n'ont plus le droit de se défendre correctement. Tu regardes le papier qu'on te tend. Tu le lis 3 fois. Tu votes coupable parce que ne pas le faire, c'est être le suivant. La peur a une odeur. C'est la tienne ce soir-là, âcre et froide dans ta chemise mouillée. Tu comprends que la machine que tu as aidé à construire ne distingue plus l'ennemi du serviteur. Elle tourne. Elle a besoin de nourrir ses engrenages. Et tu es à la fois le mécanicien et le combustible potentiel. Tu marches dans Paris la nuit, seul, et tu regardes la Seine couler noire sous les ponts.
Tu penses à l'étudiant de 19 ans qui croyait que la justice existait quelque part. Niveau 8, Thermidor et l'après. Le 9, Thermidor en 2, le 27 juillet 1794. La Convention se retourne contre Robespierre. En une nuit, l'incorruptible devient le tyran. En une nuit, la terreur devient le crime. Tu apprends la nouvelle le matin dans la rue, parmi la foule qui hurle d'une façon que tu ne saurais pas décrire. Soulagement, haine, peur et quelque chose qui ressemble à de la honte collective. Robespierre était guillotiné le lendemain. Saint-Just aussi. La charrette passe devant des gens qui les insultent, les mêmes qui les applaudissaient il y a 6 mois. Tu regardes sans bouger. Les mois suivants sont une réaction en chaîne. Le tribunal révolutionnaire est dissous, les juges sont examinés, certains arrêtés. Ton nom est dans les listes. Tu es convoqué. Tu témoignes. Tu parles de contraintes, de peur, d'un système qui ne laissait pas le choix. Ce n'est pas un mensonge complet, mais ce n'est pas toute la vérité non plus, et tu le sais. Tu es finalement relâché, faute de preuves suffisantes, ou parce que la réaction thermidorienne a aussi ses limites. Tu retournes dans ta province natale. Tu rouvres un cabinet d'avocats. Tu plaides pour des affaires de succession, de bornage, de dettes. Rien qui ne tue. Tu as 40 ans quand tu prends ta retraite. Tu n'as jamais écrit tes mémoires. Tu n'as jamais raconté à ta femme. Mais certaines nuits, tu te lèves sans bruit et tu vas t'asseoir dans le noir de la cuisine et tu comptes. Tu as compté toute ta vie les noms que tu te rappelles encore. Il y a une chose que l'étudiant aux mains propres n'avait pas comprise. La justice n'est pas une idée abstraite qui flotte au-dessus des hommes. Elle se tient debout ou elle s'effondre dans la chair des décisions réelles à l'instant précis où un homme choisit de voir ce qu'il voit ou de regarder ailleurs. Tu es parti de rien, habité d'une flamme que tu aurais appelée conviction, et tu es arrivé à la vérité la plus lourde qu'un juge puisse porter, que la pire trahison de la justice n'est pas celle des tyrans, mais celle des hommes qui croyaient lui servir. Le voyage valait chaque sacrifice, dit-on dans les épopées. Mais les épopées oublient de compter les visages. Toi, tu n'as jamais pu.